Monsieur le Président de la République, je me vois contraint, à l'âge de 50 ans, de faire valoir mes droits à la retraite comme professeur. Ma maladie a été déterminée par l'excès du travail auquel je me suis livré pendant des années. En octobre 1872, le professeur de chimie, Louis Pasteur, est fatigué. 4 ans plus tôt, un accident vasculaire l'a laissé en partie paralysé du côté gauche. La guerre de 1870 l'a profondément affecté. Fervent nationaliste, Pasteur ne s'est pas remis de la défaite française et de la perte de l'Alsace-Lorraine. Quant à sa vie de famille, c'est une succession de drames. Sur le plan personnel, il n'a pas du tout été épargné. Il a eu 5 enfants avec sa femme, Marie, et puis il lui en reste un fils, Jean-Baptiste, et une fille, Marie-Louise. Et il a perdu 3 de ses filles de maladie, 2 de typhoïde et 1 d'une tumeur du foie. Donc il est très éprouvé. Pourtant, si Pasteur prend sa retraite d'enseignant, c'est pour travailler plus encore. Le chimiste se passionne pour des êtres microscopiques, ce qu'on appellera bientôt les microbes. Et il poursuit sans relâche les recherches qui l'ont rendu célèbre. Sa réputation s'est vraiment établie du fait de ses travaux sur les fermentations. Les fermentations, ça permet de faire du vin, de la bière, des yaourts, etc. Et à l'époque, on ne savait pas très bien ce qui causait les fermentations. Pasteur a montré que c'était des micro-organismes qui causaient les fermentations. Grâce à cette découverte, Pasteur a compris d'où viennent les maladies du vin et comment les combattre. Il a même inventé un procédé de chauffage, la pasteurisation, qui élimine les germes indésirables. Et il a désormais une intuition. Ces micro-organismes ont sans doute un rôle beaucoup plus important. Pasteur s'est dit, si un microbe, ce tout petit micro-organisme, est capable, en se multipliant, de provoquer des phénomènes que tout le monde peut voir, la fermentation, est-ce que ça ne pourrait pas être aussi des micro-organismes qui causent les maladies infectieuses? Un être invisible à l'œil nu, responsable de maladies humaines. L'idée est révolutionnaire et elle ne le quitte plus. Oui? Tu ne m'entendais pas? Nous allons dîner. Oui, j'arrive tout de suite. Pourtant, Pasteur hésite. Il n'est pas médecin. Ce n'est pas son domaine. Il lui manque quelque chose pour le pousser sur ce terrain. Quelque chose, ou peut-être quelqu'un. À 1000 km d'Arbois, dans la petite ville prussienne de Wolstein. Un jeune médecin de campagne est lui aussi en plein questionnement. Allez-y, tendez votre bras. Ça tire. Alors, si ça tire, c'est bien. Vous pouvez vous habiller, monsieur Kaufer. C'est pas cassé, docteur. Mais non, c'est juste... Le docteur Robert Corr enchaîne les consultations, mais ce ne sont pas ses patients qui le préoccupent le plus. Et vos bêtes, comment vont-elles? Oh, pas bien, docteur. J'en ai perdu 3 encore. Toujours le charbon? Une plaie, docteur, une malédiction, on s'en sort pas. Et pourtant, je vous jure qu'on les traite bien, docteur. Le docteur s'intéresse à la maladie du charbon, un fléau qui décime les troupeaux de la région. Comme je vous le disais, docteur, mon voisin qui a pourtant bien le double de bêtes que moi. Je vais vous raccompagner, messieurs. Le docteur a encore beaucoup de travail. Ah oui, naturellement. Dès qu'il a fini sa journée, Robert Corr n'a qu'une hâte, reprendre son travail de chercheur. Ils sont tous pareils, tes patients. Ils t'aiment tellement que si je ne les mets pas dehors, ils vont rester pour souper. C'était le dernier? Oui, Robert. La petite Erika est passée, mais ça pouvait attendre. Elle repassera demain. Merci, Amy. Il passe des heures dans son laboratoire de fortune, face au microscope offert par sa femme. Il voudrait trouver la cause de ce terrible charbon. La maladie tue à l'époque des centaines de milliers de bêtes en Europe.
Les animaux enflent et meurent en quelques heures avec une hémorragie de sang noir. Quant à son origine, elle est particulièrement mystérieuse. C'est une maladie qui apparaît pendant l'été et il existe un phénomène très curieux qui est celui des champs maudits. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où les épidémies sont récurrentes tous les ans ou régulièrement dans le même endroit. On appelle ça des champs maudits. Comme d'autres avant lui, Corr découvre dans le sang des animaux infectés des petits organismes allongés, une forme de bactéries qu'on appelle des bacilles. Mais comment être sûr que ces bâtonnets sont à l'origine du mal et non, par exemple, une conséquence de la maladie? La science médicale est alors en pleine ébullition. Des chercheurs, des médecins, des professeurs d'université se disputent sur l'intérêt de ces petits êtres invisibles à l'œil nu. Sont-ils insignifiants comme le prétend le professeur Virchow, le plus célèbre des savants allemands? Ou jouent-ils un rôle dans les infections comme le suggère Lister, le chirurgien anglais, ou Pasteur, le chimiste français? Dans son cabinet de campagne, Corr ne connaît sans doute ni Lister, ni Pasteur. En revanche, il a suivi les cours de l'anatomiste Jacob Henle. Son maître est un des premiers à affirmer que des micro-organismes pourraient transmettre des maladies. Henle postule qu'il doit exister des petits corps, des êtres vivants qu'il appelle agents contaminants. Il pense qu'il faudrait pouvoir être capable d'isoler ces corps, de les cultiver et ensuite de les transmettre à un animal de laboratoire où ils vont à nouveau déclencher la même maladie ou une maladie similaire. Mais Henle était un théoricien. Il n'avait rien démontré. Le docteur rêve de valider la théorie de son maître. Tu viens? T'es gourmand, toi. Viens, la salade. Tu manges pas, toi? Papa a dit que tout le monde devait manger un petit morceau de salade. Corr récupère des lapins auprès des fermiers voisins pour ses expériences. Attends tout? Il en confie la garde à sa fille, la petite Gertrude. Bah, tu manges pas, t'as pas faim? Toi, t'as l'air d'être malade. Il parvient à contaminer des lapins avec du sang infecté. Papa, il y a un lapin qui est malade. Mais rien ne prouve que c'est la bactérie et non pas un autre composant du sang qui transmet la maladie. Pour s'en assurer, il faudrait qu'il parvienne d'abord à la cultiver. Est-ce que je peux les voir? Tu les verras tout à l'heure. Est-ce que je peux les donner à papa? Non, Gertrude, ce ne sont pas des jouets. J'ai vu le directeur de l'abattoir. Il ne m'a pas fait payer. J'ai voulu, mais rien à faire. Il m'a dit que pour le docteur, ce serait toujours gratuit. Merci. Après des semaines d'expérience, le docteur a enfin trouvé dans quel milieu cultiver ces bactéries. On dirait que je t'apporte de l'or. Mais c'est très précieux, tu sais. Je crois que je viens de faire un grand pas. C'est quoi, papa? C'est des œils? Ah, ce sont des yeux de bœuf. C'est pour les expériences de papa. C'est bizarre, n'est-ce pas? Oui. Toi, tu fais toujours des expériences bizarres. Toujours. Le liquide contenu dans la cavité de l'œil est stérile. Corr l'aspire de l'œil de bœuf et l'utilise pour ses cultures. L'avantage de ce liquide de l'œil de bœuf, c'est qu'il est très riche en nutriments. Les bactéries s'y sentent très bien et y grandissent vite. Comme il l'espérait, en quelques heures, les bactéries suspectes se sont multipliées dans l'œil de bœuf. Mais Corr observe également un phénomène étrange. C'est incroyable. Des petits points brillants apparaissent à des intervalles réguliers. Soudain, le docteur comprend ce qu'il voit. Ce phénomène a déjà été décrit par un chercheur allemand. Ces points brillants, ce sont des spores.
des bactéries déshydratées qui peuvent rester des années en hibernation. Voilà qui expliquerait peut-être comment la maladie réapparaît aux mêmes endroits après plusieurs années. À condition, bien sûr, que ces bactéries soient les responsables du charbon. Car pour terminer la démonstration, il lui reste une dernière étape. Injecter sa culture à un animal sain. Papa, il y a un lapin qui est très malade. Il va venir, ne sois pas si impatiente, Gertrude. Tu vas lui déchirer la veste à tirer comme ça. Lequel, le gros, toi? Oui, le gros, il bouge plus du tout. Avec la raison. C'est pas grave, papa? Mais si, c'est grave. C'est très grave, même. Tu as réussi, Robert, n'est-ce pas? Robert Corr est dépassé par sa découverte. Pour la première fois au monde, lui, le petit médecin de campagne, vient de prouver qu'une maladie se transmet par un microbe. Dans les milieux scientifiques, ces résultats font sensation. Le docteur doit aussitôt faire face à des contradicteurs, dont un célèbre chimiste français.